Si on s'intéresse à l'histoire de l'alchimie, on constate qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de médecins qui étaient alchimistes, ou d'alchimistes qui étaient médecins. Est-ce que les deux vont ensemble? Bon, Paracelse c'était bien sûr un médecin. Il y a plus près de nous von Bernus qui a quand même créé un laboratoire et qui, je crois, était devenu pharmacien ou peut-être médecin, qui a fait des études. Est-ce que les deux doivent aller ensemble? À un moment, tu as dit quand même dans ton cours que la véritable pierre philosophale, c'est aider les autres, c'est soigner les autres. Donc, Dixit Paracelse. Dixit Paracelse, effectivement. Donc, y a-t-il des alchimistes qui ne soient pas dans une voie thérapeutique? Probablement, mais globalement, par exemple, Fulcanelli, bon, n'était pas a priori, on ne sait pas après ce qu'il est devenu. Mais toi, ta conviction dans ton fort intérieur, alchimie égale thérapie. Évidemment, pas la thérapie allopathique, classique, thérapie orientée vers l'alchimie. Alors, pour moi, la pierre philosophale, l'alchimie, qui nous y amène, si tant est que ce soit possible, est un état central, le noyau d'une roue. Les rayons peuvent aller dans la fabrication de remèdes, peuvent aller dans l'aspect pharmaceutique, peuvent aller dans l'aspect thérapeutique, l'aspect énergétique, dans les divers aspects qui tous visent au bien-être de l'humanité, tout en sachant que ce n'est pas parce que nous sommes dans un bien-être de l'humanité, dans la nature, bio, etc., que nous avons la pierre philosophale, bien évidemment. Mais l'impulsion de la recherche alchimique fait que, inévitablement, on va bonifier la nature. C'est par l'homme microcosme que nous avons chuté, donc c'est par l'homme microcosme qu'on peut réparer. Alors, il n'est pas possible de se dire, ma vie, c'est uniquement la pierre philosophale. Non, c'est l'impulsion de la pierre philosophale, même si on ne l'a pas, eh bien, c'est de pousser au renouvellement, à être le plus proche possible de la nature. On ne peut pas se libérer d'une nature effondrée. On ne peut pas se libérer s'il n'y a pas de l'amour vis-à-vis du lieu de chute. On se libère d'une personne que si on l'aime. On ne se libère pas d'une personne en la tuant, en lui faisant du mal. On ne se libère pas de cette nature en la saccageant. Donc il y a un respect de la nature, et ce respect, en hébreu par exemple, le mot respecter, le mot prendre du poids, il semblerait que ce soit le même, c'est presque ça, c'est certain. Et donc, donner du poids à cette intériorité ne se fait que si on respecte notre intériorité. Et notre intériorité a aussi besoin de nourriture. Alors si on bouffe que de la chimie, c'est sûr qu'on ne va pas aller loin. Voilà, donc c'est pour ça que je parle aussi d'une réforme alimentaire, une réforme écologique, et voilà. Préserver cette nature, tout en sachant qu'elle ne nous libère pas. Par contre, elle peut nous empêcher de nous libérer, parce qu'on aura trop de problèmes à régler avec ce qui n'est pas alchimique, justement. Et à l'inverse, on ne peut pas être obsédé par la pierre philosophale sans mettre en pratique à chaque strate, à chaque niveau, de mettre en pratique ce qu'on a reçu de l'alchimie. Et à ce moment-là, ça peut se traduire par un travail thérapeutique, par un travail sur des produits naturels, par un travail sur un respect de l'écologie, par rapport aux centrales nucléaires, par rapport... Voilà. Il y a quand même une démarche. Une démarche, on ne peut pas voir la nature se détruire et nous être dans la recherche alchimique. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que les 3 multiplications qui vont rendre la pierre transmutatoire, après la pierre rouge de la coction, eh bien, n'est possible que dans le respect vis-à-vis de son prochain. D'une manière très large, ça peut être aussi notre prochain, c'est la nature, c'est nos parents, c'est mort ou vivant d'ailleurs. Voilà. Il y a à être d'une bienveillance de plus en plus grande, et je pense que c'est la preuve, si la personne est dans cet état-là, c'est la preuve qu'elle est à même de réussir sa pierre philosophale, sa cohérence intérieure, sa fixation de philosophie intérieure. Donc la nature, je ne me souviens plus trop le départ de la question, Daniel. Attends, juste une pause, non, pas comme ça, c'est que comme tu es comme ça, on voit plus... Ah, mon visage. On voit plus la partie, donc à la limite, vaut mieux... En dessous, un peu en dessous du menton. Comme ça, et orienté, comme ça. Qu'on ne le voit pas. Ah, ok, sans être collé. Non, d'accord, ok. Ouais, ouais.
Oui, ma question était tout simplement l'alchimiste ou l'apprenti alchimiste, tout comme l'adepte, s'il y en a, était-il médecin hermétique, obligatoirement? Disons, c'est un peu... La fécondation de l'alchimie dans notre cœur, l'alchimie nous féconde d'une recherche, d'un trouble intérieur, l'alchimie gnostique nous trouble, eh bien, le répercuté de ce trouble très positif, très beau, ce sont les vraies questions, eh bien, la preuve de cet attouchement vient dans le fait d'aider l'humanité. On retrouve cette phrase, les apôtres qui ne savent plus trop quoi faire alors qu'ils ont été enseignés par le Christ, ils disent au Christ, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et le Christ a cette réponse, aimez-vous l'humanité? Et on peut mettre aussi en parallèle avec le fait qu'il va leur laver les pieds. Sous-entendu, maintenant, vous êtes sur une terre sainte. Vous n'êtes plus dans cette dialectique qui consomme des êtres à tire-larigot et des dieux à tire-larigot, des croyances et des certitudes, et de la matérialité, etc. Non, à partir de maintenant, il y a une biologie archétypale qui prend naissance. Et là, nous sommes dans l'aspect Christ, l'aspect microcosme, c'est-à-dire le troisième œuvre, l'œuvre rouge. Hein, c'est-à-dire que l'être commence à être imprégné de cet aspect Christ. Alors on va dire, oh là là, ça fait religieux ton truc. Le Christ, en français, c'est ouin, O-I-N-T, à ne pas confondre avec ouin ouin. Ici, dans les montagnes de Savoie, on parle des blagues à ouin ouin. Alors c'est pas ça du tout, bien évidemment. Donc l'ouin, c'est l'onction, hein, les huiles d'onction. Donc la phase du troisième œuvre est une onction. La pierre, on va dire, elle est rouge extérieurement, mais intérieurement, elle n'est pas transmutatoire. Elle a reçu qu'une pommade, une onction, c'est tout. Jésus, lui, va incarner cette rougeur à l'intérieur. Et ça, ce sont les trois multiplications. Alors, cette onction, eh bien, est un travail qui nous permet de s'orienter tout doucement vers ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est une phrase du Christ sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Néanmoins, il est quand même venu s'incarner, il n'est pas comme les esprits dans l'au-delà, hein, il est venu s'incarner pour oindre l'humanité. Mais la phase des trois multiplications, ça appartient à chacun. Là, il n'y a pas de Christ. D'ailleurs, il n'y a plus de Christ à ce niveau-là. Le Christ meurt sur la croix. Par contre, Jésus ressuscite. Et cette résurrection, elle est personnelle, elle est individuelle, c'est une gnose individuelle. Et là, il n'y a pas d'aide. L'être fait son alchimie. Il doit oser faire cette alchimie en relation avec le moment où il est sur cette terre. Donc les références au passé ne prennent de sens que si elles sont alchimisées dans le présent. Et dans 100 ans, son alchimie du présent ne sera peut-être plus aussi valable que maintenant. Mais cette phase-là, c'est au moment des trois multiplications, c'est-à-dire que l'être est tenu d'oser ouvrir des pistes. Bon, d'accord, tu parles de multiplication, donc là on est vraiment dans l'aspect final de l'œuvre. Ah oui, oui, oui. Bien compris. Maintenant, sans avoir été jusque-là, ou en cheminement, est-ce qu'on peut dire que la médecine hermétique est simplement une branche de l'alchimie ou c'est un axe central? Non. C'est-à-dire la fabrication de remèdes, oui, sans avoir la pierre, oui, est-elle un axe central du travail alchimique et de l'alchimiste en tant qu'être en devenir Non. Le travail central, c'est la pierre philosophale pour moi. Le travail central, c'est vraiment ça. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, en plus. Hein? Maintenant, à quel niveau on la situe, mais peu importe. Tout le reste, l'aspect médical, remède, élixir, réforme alimentaire, comportement, découle de ce point central, de cette pierre issue d'un chaos intérieur. Cette pierre philosophale, de ce PCI. Enfin, de toute façon, si j'ai bien compris, celui qui a la pierre philosophale multipliée, il ne la garde pas pour lui. Pour l'obtenir, il n'a pas pu la garder pour lui. C'est le contact avec son prochain, à trois
reprise, qui a façonné sa pierre transmutatoire. Donc il n'a pas eu la pierre transmutatoire et ensuite il va aider. Non, c'est dans l'aide à son prochain qu'il façonne sa pierre. Alors on dit que c'est 3 multiplications, symboliquement c'est 3 jours, ou 3 heures, ou 300 ans. Alors, l'aide à son prochain, ça consiste en quoi? Ça consiste alors là, à donner 1 euro à la sortie de la messe? Par exemple, ou pas. Ou un coup de pied à celui qui fait l'aumône, comme avait fait Baudelaire. Hein. Et il était content parce que l'autre lui a mis une branlée, et il a dit, vous avez vu, je lui ai redonné goût à la vie. Il m'a filé une branlée, là. Voilà. Donc alors, maintenant, savoir les recettes, on a peut-être une idée. Ce que je voulais dire, c'est que l'aide au prochain, c'est pas forcément l'idée qu'on peut en avoir dans le monde moderne. Non, non, ça c'est pour honorer le Dieu bon. Voilà. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Ça n'honore pas. Le but étant d'amener voilà, d'amener le prochain donc, à la pierre philosophale. Et donc à sortir de la dualité. Tout à fait. Bon, du Dieu mauvais qu'on a vu tout à l'heure. Absolument. Là, par exemple, au niveau de la première multiplication, j'ai bien dit, c'est l'œuvre noire, mais en accéléré. Mais cette œuvre noire en accéléré, qui est la première multiplication, en vérité, c'est pour pouvoir aider toutes les personnes qui sont dans une phase d'œuvre noire. Mais comme ça a déjà été vécu par l'adepte, eh bien, quand il le fait au niveau de la première multiplication, il le vit comme si c'était lui, à croire que c'est lui qui est en train de revivre l'œuvre noire, sous-entendu, si ça se trouve, j'ai pas compris, faux, il l'a déjà vécu, c'est déjà intégré. Ce qu'il vit, c'est pour son prochain. La deuxième multiplication, ça va être l'œuvre au blanc, mais en accéléré, et il le vit pour les personnes qui sont dans cette phase-là. Et la troisième multiplication pour les personnes qui sont dans cet aspect christique d'œuvre au rouge. Donc l'œuvre noire va démasquer l'aspect satanique en nous à travers les terres noires. Les terres noires sont précieuses pour démasquer toute l'illusion de la lumière. L'œuvre au blanc, eh bien là ça va être tout un aspect plutôt psychique. Et c'est vrai que c'est une phase extrêmement difficile. Je n'ai pas la prétention de l'avoir complètement réalisée. À la limite, je m'en fiche un peu d'ailleurs, curieusement. Et pour l'œuvre rouge, qui est en accéléré la troisième multiplication, là nous sommes vraiment dans des aspects biologiques. Mais pas la biologie-physiologie, ça c'est l'œuvre noire. De la même manière que le psychisme, c'est l'œuvre blanc. L'œuvre rouge, c'est de la biologie archétypale. On est dans les archétypes. Là, on a dépassé l'expansion de l'univers avec les Elohim qui ont fait le jour et la nuit au moment de la Genèse. On est dans une Genèse archétypale. Ça se résume au premier mot de la Bible qui contient tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Hein. Et là, nous sommes avant Dieu. Et là, nous sommes dans une biologie archétypale. Et là, ça se mélange avec la physiologie. Et en même temps dans un dégonflement du psychisme illusoire avec lequel nous avons été façonnés pendant des vies et des vies, par le Dieu bon, peut-être, qui avait son Dieu mauvais en cachette. Alors on se retrouve dans cet état où l'aspect biologie archétypale pénètre la physiologie. Là c'est troublant. L'extérieur ne change pas, il y a toujours la même carcasse, le même vieillissement, les problématiques comme tout un chacun, mais à l'intérieur vibre, à l'intérieur sourd une source de feu, d'eau de feu, de biologie archétypale. Hein? Et là, on peut comprendre d'une manière, mais alors tout à fait naturelle, pourquoi choisir tel et tel aliment, telle et telle réforme, tel et tel comportement, telle et telle balade dans la nature, etc. Mais c'est motivé par notre état intérieur et il y a même aussi une sorte de fragilité. C'est-à-dire que si on fait des erreurs, tout de suite on en paye les conséquences. On n'attend pas 15 ans pour payer les conséquences d'un mauvais comportement. On le paye tout de suite. Ça ne traîne pas. Donc c'est là où on voit que les temps philosophiques s'accélèrent. Il faut savoir que les 3 multiplications, c'est la répétition aussi de 3 temps philosophiques. Donc l'espace-temps commence à se modifier. On pourrait dire qu'à 70 ans, tu vas vivre 1 heure de tes 70 ans, ça va représenter peut-être 10 ans lorsque tu avais 12 ans. Bon, par exemple, ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais tu n'as plus la même relation avec l'espace-temps. Hein? Voilà. Alors maintenant, la pierre philosophale, est-ce qu'elle doit se manifester sous forme d'un rubis, d'une couleur, etc. Je pense que ça c'est une aide énorme de voir ces étapes très concrètes se réaliser au fourneau. Et on n'a pas tous la chance de le voir.
Donc ce n'est pas un mythe pour toi, la pierre philosophale. C'est de moins en moins un mythe, oui. De moins en moins un mythe. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quand je vois, par rapport à mes recherches d'avant et ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, il y a quand même quelque chose. Maintenant, et en plus de voir certains aspects à travers le creuset. Alors là, on se dit, quand même. Après, on peut y mettre les connotations qu'on veut, mais n'empêche, il y a des produits, entre guillemets, des matières issues de cette cohérence alchimique. Oui, t'en as vu? Oui, j'en ai vu. J'ai un copain, il la tient dans sa poche d'ailleurs. Et là, au soleil, par exemple, aux rayons solaires, on voit des structures magnifiques à l'intérieur. Alors certains diront, bon, c'est banal, c'est une pierre précieuse, un truc comme ça. Quand on sait d'où ça vient, on ne peut pas dire ça. C'est un peu comme si l'alchimiste qui avait réalisé ça, il avait fait en accéléré, en quelques jours, ce qui se passe depuis 13,8 milliards d'années. Évidemment, vu de l'extérieur, c'est comme celui qui, dans sa physiologie périssable, est revêtu de cette biologie archétypale. Vu de l'extérieur, on ne voit pas. On pourrait dire, ah ben quand on voit cette pierre, bof. Mais celui qui est dans la conscience du travail qu'il a fallu pour en arriver là, ça a un tout autre répercuté. Ça met une cohésion, et là, elle est éminemment thérapeutique. L'idéal, c'est d'avoir justement ces ingrédients, bon ben on va dire qu'on travaille aussi avec ça, dans un domaine plus extériorisé qu'est la spagyrie. La chimie est centrale à la spagyrie. Mais après, il y a plusieurs spagyries, et il y a beaucoup de spagyries qui n'ont pas la connexion avec l'alchimie. Mais pratique, hein, concrète, avec des matières. Ils ne l'ont pas. Ne l'ayant pas, eh bien c'est une spagyrie qui va dans l'au-delà, qui va se faire récupérer, qui est au service de la lumière, de l'être oral. Ce n'est pas ton cas? Pas du tout. Non, notre travail en spagyrie tient compte des processus alchimiques, mais pas simplement du processus, mais aussi des matières. Et ça parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Donc la voie alchimique, la voie hermétique, n'est pas incompatible avec la voie thérapeutique. Elle est même incontournable. La vraie thérapie passe par l'alchimie. De temps en temps, ça se rejoint au bout ou au début. Hein, j'ai pas compris. La voie hermétique, oui. La voie alchimique et la voie thérapeutique sont des voies qui se rejoignent. Soit dès le début, soit de temps en temps au cours du travail. Disons que la bonne spagyrie, c'est un arbre avec des branches, des fruits et tout ce que tu veux. Et l'alchimie, c'est la sève qui parcourt l'arbre. Donc s'il n'y a pas la sève, l'arbre dessèche et meurt. Donc la spagyrie, elle est morte s'il n'y a pas l'alchimie gnostique. Voilà, donc la spagyrie, qui dit spagyrie dit remède, oui. Végétaux, minéraux. Oui, essentiellement, oui. Animaux dans le sens propolis, voilà, mais ce sont des substances qui ne tuent pas l'animal. Donc on peut estimer qu'on peut les prendre. Alors ce que je voulais dire, c'est que la spagyrie n'est pas une recette dans laquelle on... Après on peut faire pénétrer les recettes par notre alchimie. Voilà, c'est ça, c'est que... Ça donne du sens à ces remèdes. Il y a une âme, si on peut dire, derrière, une structure derrière. Un esprit, une âme et un esprit, et un esprit, une âme et un corps, oui. Qui est la motivation alchimique. Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose qui est très importante, là, j'y pense maintenant, j'ai dû déjà le dire plusieurs fois, c'est dans l'évacuation d'un remède qu'on se soigne. Parce que le remède, quand il s'en va, il nous laisse un vide, donc une liberté personnelle. Et là, dans ce vide, peut naître notre médecin intérieur. Mais si les remèdes sont incomplets, comme bien des spagyries suisses, allemandes, italiennes ou anglaises, je suis le seul à travailler comme ça d'ailleurs, et je n'ai pas peur de le dire, si les remèdes ne sont pas complets, ils restent, soit sur le plan psychique, soit sur le plan physique, en fait, ils ne sont pas évacués. Parce qu'il manque les insolubles, parce qu'il manque une circulation à température humaine, pour remonter les temps philosophiques, parce qu'il manque certaines doses d'insolubles à certains moments. Donc c'est long à faire un élixir spagyrique gnostique. Je dis gnostique parce que je n'ai pas d'autre mot, hein, parce qu'il y en a des alchimies, elles sont toutes tournées vers la lumière. Il y en a des spagyries, elles sont toutes tournées vers la lumière. Donc c'est dans l'évacuation du remède qu'on se soigne.
Et pour évacuer le remède, il faut qu'il soit complet. De la même manière, si je veux me libérer du thérapeute qui m'a libéré d'une pathologie en surface, ben, il faut qu'il puisse me donner quelque chose de complet. C'est-à-dire, à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit. Voilà. Que derrière cette maladie, il puisse, lui, en tant que véritable thérapeute, me donner du sens, un décodage, mais du sens non pas lumière, un sens philosophique, alchimique, pour pouvoir comprendre l'épreuve que je viens de traverser. Parce que, quoi qu'il arrive, la carcasse extérieure va mourir. Donc, ce n'est pas ça qu'on doit prolonger. Enfin, on fait son possible. Mais c'est cette connexion avec quelque chose qui n'obéit pas à l'espace-temps. Et c'est là où se situe pour moi la pierre philosophale. Elle nous fait la frontière entre le non-espace-temps et l'espace-temps. Tout sa répercussion très très forte. Hein. Voilà. Donc on voit une unité, encore une fois, la spagyrie, les remèdes, etc., l'homéopathie, bon, tout ça c'est l'écorce, c'est l'arbre. Mais la pierre philosophale authentique, c'est la sève qui donne la vie à cet arbre. Hein. Donc, le fait de s'intéresser à l'alchimie, à la philosophie alchimique, bien faite, un enseignement de première main, eh bien, c'est le pilier central, c'est le pilier des 4 piliers de Paracels. C'est un chaos. Et là, nous avons une véritable alchimie. Hein. Là, alors après, on peut retrouver des enseignements qui apparemment ne parlent pas d'alchimie, comme par exemple l'enseignement de Krishnamurti, l'enseignement de Nisargadatta, de Jacob Böhm. Bon, Jacob Böhm parlait beaucoup d'alchimie. Et là, on comprend mieux de quel type d'alchimie il s'agit. Voilà. Et à partir de ce moment-là, toutes les médecines peuvent venir s'alchimiser dans la conscience du thérapeute et donc dans la conscience du thérapeute, du patient. Voilà.